Nos travaux et nos auditions sur la sûreté du musée du Louvre, en accueillant pour la seconde fois Madame Laurence Descartes, présidente directrice de l'établissement et son équipe. Madame la présidente directrice, nous vous avons entendu le 22 octobre dernier, c'est-à-dire quelques jours seulement après le cambriolage du dimanche 19 octobre, alors que nos concitoyens, comme les équipes du musée, étaient encore de manière bien compréhensible sur le choc de ces événements. Depuis cette date, plusieurs travaux ont permis de voir un peu plus clair dans l'enchaînement des décisions et des événements qui ont conduit à mettre en échec la sûreté du musée. Une délégation de notre commission y a été accueillie le 28 octobre pour constater l'état des installations. Le 29 octobre, nous avons recueilli les éclairages de votre ministère de tutelle, de la préfecture de police et de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Et le 6 novembre, la Cour des comptes a rendu un rapport consacré au musée. Enfin, il y a maintenant une quinzaine de jours, j'ai pris connaissance avec notre rapporteur pour les crédits patrimoine, Sabine Drexler, des conclusions de l'enquête administrative diligentée par la ministre juste après le cambriolage. Ces conclusions remises le 5 novembre sans avoir été rendues publiques ont ensuite été présentées à notre commission par ses auteurs et ont pu être consultées par les commissaires de la commission qui l'ont souhaité. Les éléments figurant dans ce rapport d'enquête nous ont paru trop graves pour ne pas vous demander, ainsi qu'à votre prédécesseur à ce poste, de nous fournir de nouvelles explications. Ces conclusions sont en effet d'une grande sévérité pour votre gestion comme pour celle de l'équipe précédente. Elles établissent clairement que le cambriolage du 19 octobre, loin de constituer un événement fortuit, a été permis par une accumulation de carences dans le pilotage du musée qui aurait pu et aurait dû être résolue à la date du vol. Le rapport pointe ainsi la défaillance générale du Louvre en matière de sûreté. Cette défaillance est à la fois stratégique, avec une priorisation des missions d'accueil et de médiation par rapport à la sûreté, organisationnelle également, en raison d'une gouvernance peu formalisée, enfin technique, du fait de l'extrême lenteur des procédures de renouvellement et de modernisation des équipements. Le rapport souligne que ces failles de sécurité avaient toutes été identifiées par plusieurs travaux antérieurs qui avaient formulé des recommandations concordantes. Lui sont notamment annexés un audit de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice réalisé en 2017, ainsi qu'un audit réalisé par le joaillier Van Cleef & Arpels en 2019, plus spécifiquement sur la galerie Apollon. Ce dernier audit était réalisé dans le cadre d'un mécénat de compétences. Il est bien entendu toujours un peu facile de refaire le film des événements à la lumière de nouvelles informations. Dans le cas présent, il est cependant consternant de réaliser que la mise en œuvre de quelques-unes seulement de ces recommandations aurait suffi à gagner les 30 précieuses secondes qui auraient permis d'arrêter les malfaiteurs, comme l'établit le rapport de l'enquête administrative. Afin de tirer toutes les leçons de ce cambriolage, il nous faut donc obtenir des réponses précises sur plusieurs points. En premier lieu, il est inquiétant que vous n'ayez pas eu connaissance des audits que j'évoquais à l'instant et que ces documents, ni vous ni l'administrateur général et l'administrateur adjoint, n'aient eu connaissance de ces rapports que j'évoquais il y a quelques minutes, et que ces documents n'aient été redécouverts qu'à l'occasion de l'enquête administrative. Quelles sont les causes de cette perte de mémoire de l'institution ? Sans même parler de mémoire, comment expliquez-vous que ces recommandations cruciales n'aient pas fait l'objet du suivi administratif, j'allais dire le plus banal ? Il me semble en effet que cette question se pose à deux niveaux, celui de la présidence d'une part, mais aussi celui du fonctionnement quotidien des services du Louvre d'autre part. Sur ce premier niveau, nous avons interrogé hier M. Martinez sur la transition entre sa présidence et la vôtre. Il nous a remis un ensemble de notes préparées par chacun des services du Louvre afin de vous éclairer sur les enjeux qui vous attendaient lors de votre prise de poste. J'ai pu constater que ces deux audits n'y étaient pas mentionnés. Sans doute pourrez-vous nous apporter quelques éclairages complémentaires sur cette transmission d'informations au moment de votre arrivée. Pour autant, ainsi que nous l'a également indiqué M. Martinez, un certain nombre de responsables sont demeurés en poste
après son départ à la tête des services qui ont bien dû recevoir ces audits ou en avoir connaissance, les mobiliser pour préparer le schéma directeur, puis les conserver. L'audit de 2017 est en effet présenté par M. Martinez comme l'élément déclencheur du schéma directeur de sûreté, tandis que celui de 2019 avait été spécifiquement commandé pour la sécurisation de la galerie d'Apollon, comme je le disais il y a quelques instants. Que ces documents ne soient pas remontés à un moment ou un autre dans la vie quotidienne des services en pleine phase d'élaboration du schéma de directeur de sûreté est extrêmement étonnant. En second lieu, vous déclariez devant nous le 22 octobre dernier, je vous cite, « Je n'ai pas arbitré en faveur d'une priorité plus d'aucune autre, j'ai fait de la sécurité une urgence absolue. » L'IGAC et la MISA, dans l'enquête administrative, ainsi que la Cour des comptes dans son rapport thématique, aboutissent malheureusement à la conclusion inverse. Évoquant une dilution des responsabilités, une dérive doctrinale profonde et une inversion des priorités, ils estiment que le Louvre n'est pas doté d'une culture de la sûreté. Cette lacune résulte selon eux d'une double sous-estimation, celle du risque de vol d'œuvre, illustrée dans votre cartographie des risques, et celle de la vulnérabilité de l'établissement, malgré la multiplication des cambriolages touchant à la fois les musées dans différents lieux de France et les alentours du Louvre. Cette mauvaise évaluation de la situation vous a notamment conduite à ne jamais solliciter l'intervention de la MISA, tandis que la fonction de sûreté n'avait pas été identifiée dans l'organigramme de l'établissement et que la formation des agents de surveillance était, comme le note l'enquête administrative, insuffisante. Ces travaux soulignent également que la préparation du schéma de directeur ne vous dispensait pas de mettre en œuvre les mesures d'urgence, la protection de la fenêtre de la galerie d'Apollon par une grille ou plus simplement encore l'actualisation des fiches de procédure des agents. Ces constats concordants, portés par plusieurs organismes d'inspection, ont-ils fait évoluer votre analyse de la situation? Enfin, et ce sera mon troisième et dernier point, Monsieur Le Guédard, qui est demeuré à son poste de directeur du patrimoine architectural au début de votre mandat, je crois jusqu'en janvier 2023, nous a indiqué hier que l'avant-projet définitif de ce schéma directeur avait été arrêté de manière définitive à la fin du mois de janvier 2023, à temps pour permettre son application lors des Jeux Olympiques. Quelles sont donc les raisons précises qui ont justifié par la suite le report de sa mise en œuvre? Le rapport annuellement rendu par le Louvre sur la mise en œuvre de son contrat d'objectifs et de performance attribué en 2024, ces décalages à de multiples raisons. Je cite la complexité du projet, des raisons budgétaires, la charge du travail des équipes, soit un empilement de motifs qui, à ce stade, restent imprécis et qui n'ont convaincu ni la Cour des comptes, ni l'IGAC et la MISA dans l'enquête administrative. Madame la Présidente, vos déclarations ont évolué sur le schéma directeur depuis le 1er octobre et cette évolution a semé un certain trouble. Il est temps, je crois, que vous nous expliquiez clairement l'existence des retards et les raisons de ces retards. Madame la Présidente directrice, je vais à présent vous laisser la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes et ensuite les membres, bien sûr, de la Commission qui le souhaitent pourront vous interroger et Madame la rapporteure Sabine Drexler commencera par une première série de questions. Madame Descartes, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, vous avez souhaité m'auditionner à nouveau après avoir pris connaissance des conclusions de l'enquête administrative rendue le 5 novembre dernier par l'Inspection générale des affaires culturelles. Je répondrai bien volontiers à toutes vos questions, comme j'ai toujours fait. En préambule de nos échanges, je souhaite vous présenter les enseignements qui ont déjà été tirés du vol du 19 octobre 2025. J'ai la profonde conviction que le Louvre ne doit pas être jugé à l'aune de la crise qu'il traverse, mais bien à la façon dont il va tirer toutes les leçons des récents événements pour se transformer et se renforcer. C'est la raison pour laquelle je voudrais également partager avec vous la vision d'avenir que je défends pour le musée, puisque le Louvre de demain s'écrit dès aujourd'hui. Le vol du 19 octobre a cruellement mis en lumière nos fragilités en matière de sûreté. Permettez-moi de revenir en premier lieu sur les mesures que nous avons déployées depuis le vol et qui se poursuivront évidemment dans les mois à venir. Dans les jours qui ont suivi le 19 octobre, nous avons agi rapidement et concrètement pour renforcer la protection du musée et ses abords en concertation avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur. Certaines de ces mesures d'urgence sont déjà effectives, d'autres le seront dans les tout prochains jours.
L'installation des dispositifs de mise à distance s'est terminée cette semaine. Ils sont visibles quai François Mitterrand. Je remercie la ville de Paris et la préfecture de police pour leur accompagnement. Un poste avancé mobile de la police nationale sera opérationnel dès vendredi sur le rond-point du Carrousel. Il assurera plusieurs fois par an une présence attendue des forces de police sur le domaine du Louvre. Je remercie le préfet de police Patrice Faure pour son écoute attentive. Le lot 1 du schéma directeur des équipements de sûreté a été signé et notifié hier, ainsi que je m'y étais engagé. C'est dans ce cadre que nous allons accélérer le déploiement de 100 caméras périmétriques supplémentaires. Elles seront implantées au cours de l'année 2026 et assureront une protection renforcée des abords du musée. Nous poursuivons le remplacement complet de toutes les grilles classées au titre des monuments historiques qui entourent le Palais du Louvre. Il s'agit du schéma de sécurisation du domaine lancé après l'épisode des Gilets jaunes. J'avais eu l'occasion d'évoquer ce sujet fondamental lors de mon audition du 22 octobre dernier devant vous. Nous terminons enfin le recrutement du coordonnateur sûreté rattaché à la présidence du Louvre. Ce coordonnateur nous permettra de faire face à l'évolution rapide des menaces, aussi bien physiques que virtuelles, qui pèsent sur notre établissement. Il aura pour mission de renforcer notre architecture de sûreté afin de toujours mieux protéger les collections nationales, les agents du Louvre et les 9 millions de visiteurs que nous recevons chaque année. Ce coordonnateur sera aussi et surtout le garant d'une véritable culture de la sûreté au sein de l'établissement. Le vol du 19 octobre a aussi révélé ce que j'avais commencé à identifier dès 2022, une fragilité de nos chaînes de transmission, tout particulièrement dans le suivi des dossiers les plus sensibles. Le Louvre est le lieu du temps long. Il est fondamental de s'appuyer sur le travail mené par les précédentes équipes pour porter un regard parfaitement informé sur le bâtiment et les collections qu'il abrite. Le départ de certains de nos collaborateurs entraîne une perte de mémoire parfois irrémédiable pour l'établissement. Beaucoup a été fait depuis 2023 sous l'impulsion de Marie Lacambre, ici présente, qui pourra vous en dire plus. Il faut continuer en ce sens et aller plus vite et plus fort. Par la mise en place de processus cohérents, unifiés et exhaustifs de partage des informations, par le respect le plus strict des procédures de transmission, par une conscience aiguë des enjeux de confidentialité au sein du musée. C'est pourquoi un audit interne sera lancé dès le mois de janvier. Il aura pour mission de tracer les chaînes de transmission d'informations et fera toute la lumière sur nos faiblesses afin d'y apporter des solutions efficaces et pérennes. J'aurai bien sûr l'occasion de répondre précisément à vos questions sur les dysfonctionnements pointés par le rapport de l'IGAC et notre part de responsabilité. Mais permettez-moi d'abord de partager la vision qui guide notre action, car c'est elle qui donne sens aux mesures que nous déployons. Les mesures d'urgence que je viens de décrire sont indispensables, mais elles ne suffiront pas. Le vol du 19 octobre n'est pas un accident isolé. Il révèle des fragilités structurelles que seul un projet d'ensemble peut traiter durablement si nous voulons dépasser cette crise, poursuivre la transformation du Louvre et le faire entrer véritablement dans le XXIe siècle. Nous devons être à la hauteur de l'enjeu. Le Louvre est un lieu sans pareil, dont le rayonnement, la puissance et l'envergure sont uniques au monde. 2300 agents le servent chaque jour avec fierté et passion, et je veux les saluer devant vous. Pour nos concitoyens, il est un témoin de l'histoire de notre pays et incarne notre idéal républicain. Pour tous ceux qui le visitent, il est un symbole de la France, un lieu de découverte où dialoguent 9000 ans d'histoire. Au cours de ces dernières semaines, l'attachement de nos publics ainsi que des partenaires et amis du Louvre en France et dans le monde ne s'est pas démenti. Nous comptions d'accueillir des milliers de visiteurs chaque jour sans baisse de fréquentation. Nous présentons actuellement 2 magnifiques expositions. Nous continuons de recevoir des messages de solidarité et d'amitié du monde entier. Ce puissant soutien renforce le sens de notre mission quotidienne. Pour que le Louvre demeure ce formidable lieu d'apprentissage et de plaisir que nous chérissons tant et que le monde nous envie, il nous faut apporter 2 solutions puissantes aux défis qui s'imposent à lui. Pas de demi-mesure ou de rustine. Notre musée a un besoin profond d'évolution. Ces défis sont parfaitement identifiés. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de les partager auprès de la représentation nationale. Nous devons faire face à l'obsolescence des infrastructures techniques de l'établissement, à la fragilité toujours croissante du Louvre, à la fois palais et musée, au déséquilibre des flux de public avec une fréquentation massive de certaines de ces salles, tandis que d'autres sont presque vides alors qu'elles abritent d'innombrables chefs-d'œuvre, à des conditions de travail de plus en plus difficiles pour nos agents. Tous ces sujets sont indissociables, tous revêtent la même importance. Ils sont au cœur du projet Louvre Nouvelle Renaissance, annoncé par le président de la République le 28 janvier dernier. C'est pourquoi ce projet inclut, je le rappelle, 5 schémas directeurs dont la mise en œuvre est absolument nécessaire.
le schéma directeur des équipements de sûreté notifié lundi dernier, sur lequel je pourrais revenir évidemment si vous le souhaitez, le schéma directeur des équipements électriques, le schéma directeur de sécurité incendie, le schéma directeur des circulations mécanisées, le schéma directeur du génie climatique et la rénovation des réseaux hydrauliques et des ventiloconvecteurs. Louvre Nouvelle Renaissance est à la hauteur de l'immensité et de la complexité de ce lieu qui accompagne l'histoire de France depuis 9 siècles, expose plus de 30 000 œuvres et s'inscrit dans un domaine de 37 hectares. Ce projet est ambitieux, à la hauteur de ce qu'est le Louvre et des défis qu'il affronte. Il est adossé à des financements calibrés et des ressources identifiées. C'est un projet réaliste, nécessaire et responsable. Je suis déterminé à le défendre. Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les convictions qui sont les miennes et que je souhaitais rappeler en préambule de notre échange. Je vous remercie pour votre attention et me tiens bien sûr à présent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.